Donc aujourd'hui, pour les 50 ans du vote pour le droit à l'avortement en France, nous avons l'immense honneur d'être reçus par Claudine Monteil chez elle. Merci Claudine de nous accueillir. Claudine, vous êtes une ancienne diplomate, une grande combattante féministe, une biographe de Simone de Beauvoir. Et Claudine, surtout, vous faites partie des 343 femmes qui ont signé le manifeste pour le droit à l'avortement en France. Et d'ailleurs, je crois que vous l'avez avec vous. Est-ce que vous pourriez nous montrer? Oui, Alexandra, bonjour. Et d'abord, bonjour à toutes et à tous, avec toute ma sympathie et ma solidarité. Voilà, chère Alexandra, ça c'est mon numéro du 5 avril 1971. La liste des 343 Françaises qui ont le courage de signer le manifeste « Je me suis fait avorter ». Alors je l'ai signé sous mon nom de jeune fille, de jeune femme, Claudine Serre, donc je le dis simplement si vous le regardez. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pourquoi avons-nous fait ce manifeste? Nous avons fait ce manifeste parce que en avril 71, juste avant, le mot avortement était le mot le plus tabou. Je m'explique. Sous Pétain, sous le maréchal Pétain, sous l'occupation nazie, une femme a été guillotinée pour avoir pratiqué des avortements. L'avortement était un crime. On allait en prison. On était emprisonné. C'était aussi la honte, le secret. Donc personne ne parlait d'avortement. On n'osait même pas en parler dans les familles. Et en réalité, la plupart des femmes de milieux, que ce soit défavorisés ou de classe moyenne, avaient plusieurs avortements clandestins dans leur vie, dans des conditions effroyables. Rappelons que ça se passait sur une table de cuisine, avec des aiguilles à tricoter, et que les femmes avaient parfois, elles se retrouvaient dans des situations gynécologiques dramatiques, avec des saignements, et il y a des femmes qui mouraient. Il y a plusieurs milliers de femmes qui sont mortes d'avortements clandestins. Donc c'était véritablement une boucherie, une barbarie. Et pour nous, comme l'avortement était un tabou, un secret, même moi, dans ma propre famille, qui suis d'une famille de scientifiques ouverts, tolérants, je n'entendais jamais parler d'avortement, pratiquement jamais. Donc, c'est pour vous dire comment rompre cette omerta, comment obliger la société française à le parler. Alors c'est pour ça que nous avons voulu faire ce manifeste. Mais j'insiste sur ce point. Nous avons voulu faire ce manifeste avec des femmes célèbres, pour qu'on en parle, et avec des femmes inconnues, comme moi par exemple, et comme tant d'autres. Pourquoi les femmes inconnues? Parce que le rédacteur en chef du Nouvel Observateur ne voulait publier que le nom des femmes célèbres, c'est-à-dire de nombreuses actrices de cinéma, ou Simone de Beauvoir, enfin des grandes personnalités. Et nous avons dit non, ce sont les femmes inconnues qui payent le prix des avortements clandestins, qui sont parfois handicapées à vie, qui ont des souffrances épouvantables. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à ce qu'il y ait des femmes inconnues. Alors maintenant, est-ce que vous voudriez que je vous lise le texte? Il est très court, le texte du Nouvel Obs. Et je tiens à vous dire que le texte est court. Il s'appelle « Un appel de 343 femmes ». Et nous avons mis des semaines à l'écrire. Je voudrais que vous disiez, parce que c'est très court, ça peut sembler évident, mais nous avons mis des semaines à l'écrire. Et à la fin, c'est avec Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir que nous avons fait la dernière mouture. 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Waouh. Voilà. 343 femmes. Et 343 femmes. Nous voulions aussi qu'il y ait donc les femmes célèbres, les femmes inconnues, et nous voulions un chiffre assez important pour que la police ne nous arrête pas et que les autorités françaises n'osent pas nous emprisonner.
Mais je voudrais quand même vous dire que nombre de mes amis ont perdu toute relation avec leur famille. Que dans ma propre famille, il y a des personnes qui ont été interrogées. Je veux dire par là que moi personnellement, j'ai eu beaucoup de chance. Mais ma mère, qui m'a toujours soutenue, qui a été féministe avant moi, qui a réussi à faire briser des plafonds de verre pour l'enseignement supérieur pour les filles, pour les jeunes femmes, ma mère a été bouleversée. Pourquoi ? Parce qu'elle savait que je rêvais de devenir diplomate, femme de lettres, historienne, et que tout cela signifiait travailler dans la fonction publique. Or, à partir du moment où vous déclarez que vous êtes criminel et que vous avez commis un crime, vous ne pouvez pas entrer dans la fonction publique. Donc ma mère s'est dit, il faut vous dire que j'ai signé le manifeste à 21 ans, âge de la majorité à l'époque. Quelques mois auparavant, depuis quelques mois, j'étais majeure, et que ma mère, ma pauvre mère, s'est dit, Claudine vient de briser sa vie et ses rêves. Elle a eu tort. Elle a eu tort, mais je me mets à sa place. Elle connaissait le poids. Le poids du tabou, le fait qu'on était traité de criminel, voilà. Donc c'est pour vous dire que ça n'a pas été qu'une partie de plaisir. Et que vraiment, je veux vous dire, je me permets de le dire, vous ne le garderez peut-être pas, mais il y a encore, parce que j'ai été invitée le 8 mars 2024 à être aux côtés du président de la République et du garde des Sceaux pour l'inscription de l'IVG. Depuis, donc on m'a vu à la télévision, on m'a interviewé, on m'a posé des questions, j'ai fait pas mal d'émissions de télévision. Depuis, il y a quelques anciens collègues qui ne m'adressent plus la parole. Ah oui, encore. Parce qu'ils ont découvert que j'avais signé le manifeste 54 ans plus tard, 53 ans plus tard. Ouais, et on le voit encore dans les membres du gouvernement actuel. Vous parliez de la constitutionnalisation de l'IVG. On a certains parlementaires qui ont refusé de voter ce texte. Est-ce que vous croyez que ça traduit encore quelque chose et encore, comme vous le disiez, peut-être un rejet du droit à l'IVG en France? Le rejet du droit à l'IVG, c'est le rejet de considérer les femmes comme des êtres humains à part entière, libres, dans une république qui s'appelle liberté, égalité, fraternité, à laquelle il faut rajouter le mot sororité. Je pense que vous allez vivre, je n'ai plus 20 ans, donc je me permets de dire à la jeunesse, c'est ce que Simone de Beauvoir m'a dit quand j'avais 24 ans, pour le moment justement précisément du vote de la loi Simone Veil. J'ai dit à Simone de Beauvoir, alors qu'on avait lutté, qu'on avait organisé Bobigny, qu'on avait occupé le foyer des jeunes filles du Plessis-Robinson, organisé des journées de dénonciation de violences contre les femmes, j'ai dit à Simone de Beauvoir, avec l'enthousiasme de ma jeunesse, je lui ai dit, Simone, nous avons gagné. Et c'est là où elle a pris un air, elle s'est vraiment figée, et elle m'a dit, mais non Claudine, nous n'avons pas gagné. Il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que nos droits soient remis en question. Et elle m'a ajouté, parce que nous avions 42 ans, Alexandra, 42 ans de différence d'âge. Elle aurait pu être une grand-mère pour moi, même si elle était en pleine forme et qu'elle nous épuisait par son dynamisme. Mais je veux dire, j'avais 24 ans, elle en avait 66. Et elle m'a parlé, elle s'est adressée à moi comme à une petite fille. Et elle m'a dit, Claudine, votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. Eh bien, je vous dis maintenant que je suis encore plus âgée qu'elle à l'époque. Je vous le dis à vous la jeunesse, on essayera de briser vos droits, on essayera de les grignoter progressivement. Vous devrez demeurer vigilant et combative pour le restant de votre vie. Oui. Et ça vaut la peine parce que vous savez, je ne pensais jamais, Alexandra, voir l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Il faut quand même que je vous dise que j'ai beaucoup discuté avec des députés, des sénatrices, j'étais enthousiaste, enfin bon. Et je leur disais, mais vous allez vraiment y arriver, parce que pour ma génération, les sénateurs sont vraiment des réacs épouvantables. Donc je me disais, c'est pas possible, avec les sénateurs, on va pas y arriver. Et elles m'ont dit, on va y arriver, Claudine, on va y arriver. Eh bien, je leur ai dit, vous avez dépassé nos rêves, parce que nous n'avons jamais imaginé, je vous le dis franchement, nous n'avons jamais imaginé que je verrais de mon vivant l'inscription de l'IVG, et même Alexandra.
On n'a même pas imaginé le demander. Nous, ce qu'on demandait, c'est qu'on puisse parler de l'IVG, de l'avortement, dans les conversations, comme nous en parlons aujourd'hui. Et le pratiquer librement. Et de le pratiquer librement et gratuitement. Mais quand on l'a demandé gratuitement, je vous dis franchement, on n'y croyait pas non plus. Il ne faut pas rêver, hein, voilà. Comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves, et la jeune génération, votre génération, a dépassé nos rêves. Et ces rêves, on les a dépassés en France, mais on le voit partout dans le monde, les droits des femmes régressent. Je pense notamment outre-Atlantique aux États-Unis. Oui, j'ai travaillé dans les cliniques américaines. Et quel est votre retour sur Alors, mon retour sur les États-Unis, c'est que ça va être pire que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de femmes qui sont en train de mourir d'hémorragie interne parce que le fœtus ne fonctionne pas, ou il y a un problème, et les médecins dans les États où c'est interdit ne veulent même pas regarder et faire quelque chose. Donc le médecin vous renvoie à un autre médecin. Pourquoi ? Parce que s'ils essayent d'interdire ou de vous sortir de ce problème-là, ils vont être arrêtés, emprisonnés pour 30 ans. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans certains États des États-Unis, qui, rappelons-le, sont quand même l'équivalent de la taille de la moitié de la France, dans certains États américains, les gynécologues s'en vont. Ben oui, ils ne peuvent plus pratiquer leur métier. Et ensuite, avec l'arrivée de qui nous savons au pouvoir en janvier, ils vont s'attaquer à la contraception. Le droit à la contraception, ils veulent déjà interdire la pilule avortive, enfin ils veulent interdire la pilule avortive, mais en plus de ça, ils vont interdire ensuite la pilule. Enfin, je veux dire, ils vont considérer que c'est un péché, qu'il faut donner naissance, etc. Et nous, on le voit au niveau européen, il y a aussi une remise en cause des droits à l'avortement. On porte avec le Parti socialiste une inscription du droit à l'avortement dans les chartes européennes des droits fondamentaux. Que pouvons-nous faire, enfin, d'après toi, D'abord, je voudrais dire que je suis membre du conseil d'administration du lobby européen des femmes, enfin de la coordination française du lobby européen des femmes, la CLÉ, qui est une formidable coordination de 80 associations féministes, où il y a beaucoup de personnes du Parti socialiste. Donc, je vois bien. Eh bien, je pense qu'il faut continuer à faire pression. Si vous voulez, ce qui m'a frappé dans tout mon militantisme, parce que ça fait 55 ans que je milite pour les droits des femmes, en tant que militante féministe, c'est vraiment que l'union fait la force. L'union fait la force. La deuxième chose que je vous dirais, qui peut-être peut interroger certaines d'entre vous, ce que je comprends, parce que moi-même je prends des insultes souvent, mais c'est qu'il faut littéralement occuper les réseaux sociaux par l'union, par des groupes de solidarité. Moi je suis active sur Twitter et quand il y a eu certaines choses contre des femmes françaises, dont certaines du Parti socialiste, qui ont eu des problèmes, nous avons monté toute une opération sur Twitter de quelques féministes pour véritablement faire changer la pression, faire pression. Oui. Et nous y sommes arrivés. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser les réseaux sociaux pour défendre nos droits. Je veux dire, ne laissez pas, et tant pis s'il y a des insultes. Hier soir, on m'a envoyé encore quelque chose sur TikTok où j'étais, qui est paru il y a très longtemps, et où il y avait à peu près 50 insultes, toujours sur l'IVG. Ouais. 50 insultes, et je m'en fiche, on continue. Vous savez, vous avez devant vous une des femmes qui a été le plus insultée en France. Ah oui? Ben oui. Vous ne savez pas tout ce que j'ai pris, mais c'est pas grave. Si, je vais vous raconter quelque chose pour vous encourager. Une fois, j'arrive chez Simone de Beauvoir, j'avais 23 ans, donc ça fait 3 ans qu'on milite, qu'on se voit tous les dimanches, qu'on fait des tas de choses ensemble, qu'on réfléchit. J'arrive, je suis démoralisée, complètement. Je suis démoralisée, je lui dis, oh, elle me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, Claudine? Je lui dis, vous savez, on s'en prend des insultes tous les jours, on est vraiment traité comme plus bas que terre par les hommes, puis aussi parfois par les femmes. Et je lui dis, vous savez, Simone, j'en peux plus. Et à ce moment-là, la grande Simone de Beauvoir, qui était une star internationale à l'époque, qui ne se prenait pas pour une star, elle devient une petite, comme une gamine. Et elle me dit, ah bon, Claudine, on vous insulte? Et alors, quelles sont les insultes que l'on vous dit? Alors j'étais un peu stupéfaite. Alors je lui dis, on nous dit mal baisé, salope, hystérique, etc. Je dis ça, enfin, je raconte.
Et à ce moment-là, son visage s'illumine. Elle me dit, mais Claudine, ce sont les mêmes insultes que j'ai eues quand le deuxième sexe est paru. Mais c'est très amusant, les insultes continuent. Et elle me dit, regardez Claudine, le deuxième sexe est traduit dans 50 langues. Les insultes n'ont rien pu l'empêcher. Elle me dit, mais c'est très amusant, ce sont les mêmes insultes, très amusant, comme une gamine. Et moi qui étais arrivée démoralisée, je suis ressortie de chez elle, regonflée à bloc. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur des insultes. Alors, n'ayez pas peur des insultes. Allez-y, continuez, parce qu'au fond, pendant que vous êtes insulté, c'est parce que vous les dérangez. C'est parce que les droits humains, la justice, la liberté, l'égalité, ça dérange ceux qui veulent opprimer les autres. Et les droits des femmes. Et les droits des femmes en particulier. Alors, allez-y. Aujourd'hui, le droit à l'avortement en France, on considère toutes, et moi j'ai grandi dans une génération, dans un monde où le droit à l'IVG était normal. On a l'impression que c'est un droit acquis. Qu'est-ce que ça a vraiment changé fondamentalement pour les femmes en France et en quoi c'est un combat important féministe? Alors c'est un combat vital parce que il ne faut pas oublier que les femmes sont concernées par l'avortement, par l'IVG, par les droits à la santé sexuelle et reproductive, quand même jusqu'à l'âge de la ménopause. Enfin, je veux dire, donc, bon. Et que elles risquent de tomber enceinte et d'avoir des avortements et qu'on ne veut plus de cette boucherie. Je crois l'avoir dit, c'était une boucherie, une barbarie. Et que la boucherie et la barbarie recommencent dans d'autres pays, il y a encore lieu. D'autre part, il y a un certain nombre de religieux, il ne faut pas oublier quand même que les religieux, de quelque religion qu'ils soient, sont très conservateurs parce qu'ils veulent garder la mainmise sur l'esprit des femmes. Et sur leur corps. Et sur leur corps. Sur l'esprit des femmes et sur leur corps. Alors justement, quand je dis l'esprit des femmes, c'est parce qu'il ne faut pas oublier non plus l'esprit. C'est-à-dire que comme les femmes, malheureusement, sont quasiment les seules à élever les enfants, donc ils veulent que les enfants, depuis le plus jeune âge, soient dans la lignée qu'ils veulent, c'est-à-dire l'oppression contre les femmes. Et moi, on le voit partout dans la société. Les hommes sont plus souvent interviewés à la télévision. J'ai donné un certain nombre d'interviews pour le 8 mars à cause de ma position de signataire du manifeste et d'avoir écrit et milité avec Simone de Beauvoir. J'ai été invitée à une émission de télévision tout à fait du service public où c'est un homme jeune qui, devant moi, a expliqué ce qu'on avait fait sur le manifeste. Et je leur disais, vous pourriez, peut-être je suis là, vous m'avez invité, c'est moi qui l'ai vécu. Alors on m'a donné à la fin la parole et ce journaliste m'a dit cette formule magnifique pour vous dire comment ça n'a pas évolué. Il m'a dit, vous qui êtes la stagiaire du manifeste. Waouh. Au lieu de dire la signataire du manifeste. Donc non seulement ce n'est pas moi qui ai expliqué ce que nous avons fait avec Simone de Beauvoir, mais en plus j'étais stagiaire du manifeste. Parce que vous êtes une femme. Ben voilà. Donc c'est pour dire que tous les droits, c'est le droit fondamental, c'est la liberté de son corps, c'est la liberté de choisir son partenaire ou ses partenaires. C'est la liberté du corps, c'est ce qui permet de continuer sur la liberté, d'avoir du travail, le choix, de construire sa vie. Et ça, les religieux, un certain nombre de religieux, n'oublions pas que les religions sont dirigées par des hommes, un certain nombre de religieux ne veulent pas l'entendre, ils veulent récupérer le pouvoir là-dessus. Et on voit très bien qu'il y a souvent, sur le plan international, des alliances entre certains pays ultra-religieux avec le Vatican. Le combat continue, il faut que vous le continuiez et il faut absolument l'inscrire dans la Charte des droits fondamentaux. Merci beaucoup Claudine. Et justement, avec le Parti socialiste, nous avons lancé une pétition pour que ce droit essentiel soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux européens et nous invitons tous et toutes à le signer. Merci encore. Merci à vous Alexandra et bonne chance à vous.